Le réseau des femmes leaders pour le développement, RFRD en abrégé, a vu le jour en 2010. Il s'agit d'une organisation membre régionale basée en Afrique de l'Ouest qui travaille avec 470 membres issus de plus de 60 organisations membres dirigées par des femmes dans 27 pays pour promouvoir et protéger les droits des femmes, des jeunes et les femmes et assurer leur participation aux sphères de prise de décision. Mesdames et messieurs, opérant dans toute l'Afrique subsaharienne, RFLD dispose d'un vaste réseau d'OSC de partenaires gouvernementaux et de réseaux régionaux qui, en tout cas, nous permettent d'influencer l'environnement favorable aux droits des femmes. Dans le rang, justement, mesdames et messieurs, de ces partenaires, nous allons piocher quelques-uns afin d'aborder avec vous des questions ayant rapport à la femme, son autonomisation, son indépendance, sinon que sais-je encore, mesdames et messieurs, son épanouissement aussi. Et ce matin, dans ce premier numéro de cette émission qui prend son envol ce lundi matin, nous allons donc recevoir pour vous Laurence Harissou. Laurence Harissou, c'est donc elle qui est la directrice exécutive de l'ONG SEED, entendez Solidarité et Initiative pour un développement durable, membre justement du RFLD. Elle est déjà bien présente en ce studio avec nous. Laurence Harissou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste et bonjour aux téléspectateurs de National TV. Merci de répondre à cette invitation. C'est un plaisir. Avec vous, comme je l'ai dit à l'instant, nous allons parler de la femme dans son ensemble. Tout de suite, je vais vous prendre d'abord au vif, RFLD. Vous avez entendu parler de ça certainement. Cela vous dit? Merci beaucoup monsieur le journaliste et comme vous l'avez su bien le dire dans votre introduction, je suis la directrice exécutive de SEED et SEED est membre de ce réseau panafricain-là qui a à son actif près de 500 organisations membres, dont SEED ONG. Voilà. Merci beaucoup à vous. Sur ce plateau, nous allons développer le thème plaidoyer juridique et tenir les auteurs de violences responsables. Pour vous, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la manière dont le RFLD justement travaille pour le développement et l'épanouissement de la femme en ce 21e siècle? Merci. Alors, par rapport à mon regard, je dirais que le RFLD, c'est ce réseau-là qui travaille pour de forts impacts positifs en menant plusieurs actions de plaidoyer au niveau national et au niveau régional, en appuyant matériellement, techniquement et financièrement les organisations membres de ce réseau-là pour que l'impact soit davantage grand et pour qu'on puisse réellement agir sur la cause et contribuer à la réduction des violences faites aux filles et aux femmes de façon durable. J'ajoute surtout de façon durable parce que c'est le but de cette action. Si ce n'est pas durable, si ce n'est pas continuel, l'action, les mauvaises actions vont revenir et ce serait comme un cercle perpétuel qui ne finira pas. Donc c'est le travail que fait ce réseau-là est vraiment salutaire et nous autres partenaires ou membres sommes vraiment fiers que ce réseau-là puisse avoir sa source dans le Bénin, puisse être un réseau béninois à la base. Voilà. Merci beaucoup à vous pour ce regard. Alors, vous ne restez pas sans savoir qu'aujourd'hui, ce qui fait monnaie courante, c'est la violence faite aux femmes. Laurence Harissou, en votre qualité de femme battante, responsable d'ONG, vous qui luttez au quotidien au milieu des femmes, vous êtes dans la société, vous voyez un peu comment les choses se passent aujourd'hui. Dites-nous un peu comment vous percevez ce fléau. Bon, je dirais d'abord que la violence faite aux filles ou aux femmes, c'est une chose courante en Afrique, dans le monde en général et en Afrique en particulier. Et puisque nous sommes au Bénin, le Bénin n'est pas en marge. Alors, de mon point de vue, comment est-ce que je perçois ce fléau-là? Je dirais que c'est un fléau qui perdure et qui prend de l'ampleur sous plusieurs ou même multiformes. Il y a les violences physiques, sexuelles, économiques, les violences domestiques, etc. Il y a même plusieurs typologies ou modes de violence qu'on ne pourra pas tout citer ici. Mais ce qui est inquiétant de nos jours, c'est qu'il y a des violences émergentes. Parlant par exemple des violences gynécologiques, des violences obstétricales, voilà, et également des violences liées à la gestion de la menstruation. Donc vous comprenez
que outre les différentes formes de violence qui existaient, que nous connaissions déjà et dont nous menons des actions pour lutter et freiner, il y a d'autres violences émergentes qui sont en train de s'ajouter. Je ne vais pas dire que l'heure est grave, mais je dirais beaucoup plus de façon positive que l'heure est beaucoup plus à l'action. Il faut travailler pour freiner les autres formes de violence qui existent, mais également travailler pour que les violences émergentes ne prennent pas trop la surface et n'envahissent pas. Parce que ce serait comme d'autres lots de violence qui viennent s'ajouter à celles qui existent déjà. Et pour les éradiquer, c'est simple, ce n'est pas sorcier, c'est qu'il faut agir sur chaque acteur que constitue la société, agir sur chaque acteur que constitue la communauté, que ce soit les agents de santé, parlant par exemple des violences émergentes dont j'ai fait cas, les violences gynécologiques et les violences obstétricales, parlant par exemple des violences liées à la gestion de la menstruation. À ce niveau, il faut agir par exemple sur les familles, que ce soit les familles nucléaires ou les familles élargies, il faut agir sur ces familles-là et que ces familles-là accompagnent la menstruation afin que les tabous puissent être vraiment réduits déjà au sein des familles à la maison. Comme ça, les filles seront davantage épanouies. Maintenant, si je dois prendre le pan concernant, par exemple, les questions d'hygiène liées aux menstruations, là, nous allons venir dans le milieu éducatif, dans le milieu scolaire et solliciter, par exemple, les décideurs afin qu'ils mettent des toilettes, par exemple, convenables à la disposition des filles qui fréquentent l'école. Donc, c'est un travail global et tout le monde a vraiment la matière à y apporter. Laurent Saressou, pensez-vous que l'éradication, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que c'est une option envisageable, surtout par voie juridique, par exemple, si on veut nous faire recours au thème de cette émission, par voie juridique, afin de mettre les responsables de ces différents cas de violence dont vous avez dit maintenant là, face à leurs responsabilités? Oui, je pense que c'est oui, même sans réfléchir, parce que vous savez, on a assez communiqué sur les sanctions, les lois en vigueur au Bénin, parlant des violences, tout ça là. Et il faut maintenant passer à l'action. Il faut vraiment sanctionner. Et quand on parle de sanctions par voie juridique ou autre, c'est qu'il faut encourager la dénonciation. Il faut encourager les femmes à briser le silence. Non seulement les femmes, mais leur environnement, leur voisinage. Parce qu'il y a des cas où parfois, les femmes n'ont pas le courage d'aller à la dénonciation. Et c'est là qu'intervient l'accompagnement dont elles doivent bénéficier au niveau de leur voisinage immédiat, au niveau de leur environnement. Lorsque la femme elle-même ne dénonce pas, dans son cadre environnant immédiat, d'autres peuvent dénoncer. Ce n'est pas lorsque les coups des violences physiques vont monter jusqu'à la femme va perdre la vie qu'il faut maintenant commencer par alerter les autorités compétentes. Donc, juridiquement, c'est vraiment une option. Et j'ajouterais que depuis 2018, puisque nous sommes en 2024, il y a le nouveau code pénal qui, juridiquement, a posé les bases en matière de sanctions pour les auteurs de violences. Donc, utiliser la voie juridique pour remédier à cela. Et d'un autre côté, veiller surtout à ne pas livrer, les auteurs de violence, quel que soit le type de violence, à la vindicte populaire. C'est là surtout qu'intervient l'option de la voie juridique, c'est-à-dire sanctionner les auteurs de violence en fonction de ce que disent les lois en vigueur au Bénin, se baser sur les textes pour les sanctionner et ne pas les livrer à la vindicte populaire. Donc, c'est la seule manière pour les mettre face à leurs responsabilités, ces auteurs de ces cas de violence. Alors, oui, allez-y. Oui, c'est la seule manière pour les mettre face aux actes néfastes qu'ils ont posés. Et comme je l'ai rappelé, j'ai d'abord commencé par notifier le fait qu'on a déjà sensibilisé et communiqué autour, même si nous savons très bien qu'il faut continuer par communiquer autour des différentes lois et textes qui existent dans les diverses langues locales du Bénin, toujours pour mieux amplifier les sanctions qui existent en la matière, pour les faire mieux connaître
pas forcément aux hommes. Parce que quand on parle de violence, c'est vrai que les violences les plus courantes, c'est les cas où ce sont les hommes. C'est l'homme qui les exerce sur les femmes. Voilà, ce sont les hommes qui les exercent sur les femmes. Mais il y a aussi l'autre côté. Mais il y a aussi, voilà, merci. Il y a aussi l'autre côté qui vient, mais qui est rare. D'accord, qui est rare, qui n'est pas vraiment un pourcentage à trop considérer pour le moment. C'est pourquoi d'ailleurs il n'y a pas encore assez d'action dans ce sens-là. Et il y a aussi les violences entre pairs. Ça peut être entre femmes, femmes. Ça peut être aussi entre hommes. Mais ce qui nous unit ici beaucoup plus et ce qui a plus d'ampleur et qui est inquiétant, ce sont les violences faites aux filles et aux femmes. Voilà. Laurent Sarissou, selon vous, comment peut-on tenir responsable les auteurs ces cas de violence juridiquement parlant, bien sûr? Juridiquement parlant, comme je l'ai dit, il faut se baser sur les textes et lois en vigueur au Bénin pour les sanctionner. Et parlant des sanctions, les sanctions peuvent courir d'un simple délit à un meurtre. Et c'est des cas qu'on ne souhaite pas, même si nous savons que c'est des cas qui existent. Et ce que moi, je souhaiterais beaucoup plus, c'est que l'on communique aussi autour de ces sanctions-là. C'est-à-dire, quand il y a quelqu'un qui commet un acte d'agression sur une femme, il faut sanctionner et il faut communiquer autour. C'est-à-dire, notifier que une personne qu'on ne va peut-être pas mentionner pour des raisons peut-être de confidentialité en fonction des lois du numérique aujourd'hui, mais dire que dans telle contrée du Bénin, quelqu'un ou une personne, ça peut être un homme ou une personne d'un autre sexe, a exercé une violence sur une fille et que cette personne-là en a peut-être tel nombre d'années de prison pour avoir exercé ce type de violence-là sur la victime. Donc cela va aussi contribuer à communiquer, à informer davantage. Et les hommes ou les auteurs de violence, pas forcément les hommes, les auteurs de violence, je préfère ça entre griffes, sauront que vraiment c'est sanctionné. Parce que dans certaines contrées, dans certaines zones rurales, les hommes sont informés, les auteurs de violence sont informés que les sanctions existent, mais doutent encore de leur application. Donc il faudrait qu'on arrive à toucher cette cible-là qui doute encore de l'application de la sanction des auteurs de violence en se basant sur les tests juridiques au Bénin. Merci à vous, Laurent Sarissou. Vous avez dit tout à l'heure dans vos propos qu'il y a plusieurs cas de violence. Vous en avez cité même les moins inconnus du grand nombre aujourd'hui. Violence obstétricale, violence gynécologique, violence menstruelle. Et si nous connaissons bien, si nous savons que la violence, c'est la pression qui peut être exercée sur une femme, comme nous sommes dans ce cas précis, en quoi ces différents cas-là constituent encore des violences, s'il vous plaît? Alors, je dirais que lorsqu'on parle de violences obstétricales, de violences gynécologiques ou encore des violences liées à la gestion de la menstruation, ces types de violences-là sont classés dans les violences émergentes. Donc, ils sont en train de faire surface. Quand je prends par exemple les violences gynécologiques ou obstétricales, c'est par exemple des maltraitances qui surviennent lorsque la femme, par exemple, est en travail et veut accoucher. Et ces types de violences-là ne sont pas forcément exercées par des citoyens lambda. C'est exercé par exemple par des agents de santé qui peut-être sous le poids de la fatigue ou je ne sais quoi, je ne peux pas justifier leur comportement, exercent la maltraitance sur ces femmes-là qui sont déjà en travail, c'est-à-dire elles sont déjà en douleur pour accoucher. Elle ne se contrôle peut-être pas, mais c'est l'agent de santé qui fait du bruit sur elle, c'est la sage-femme qui crie sur elle, qui lui demande, je ne sais pas, au moment où tu jouissais, tu ne savais pas que tu devrais te tenir comme ça. Voilà, c'est des choses qui touchent la psychologie de la femme qui s'apprête déjà à donner vie. D'accord, donc ça ne lui facilite vraiment pas la tâche. C'est des choses à éviter. Ou parfois même, vous allez à une consultation gynécologique, c'est peut-être pour traiter par exemple le cas d'une infection sexuellement transmissible et c'est le gynécologue même qui doit vous traiter, qui se moque de ce que vous avez. Alors que vous, peut-être en tant que fille, jeune fille ou en tant que femme, vous avez déjà brisé une barrière. Vous avez eu déjà le courage
d'amener ou de vouloir extérioriser votre maladie à un expert du domaine de la santé. Spécialiste. Voilà, qui est censé vous apporter des solutions, voilà, des conseils. Oui. Voilà, un spécialiste du domaine de la santé qui est censé non seulement garder confidentialité professionnellement parlant, mais aussi vous accompagner vers la guérison. Parce que accompagner vers la guérison aussi, ça, lorsqu'on n'accueille pas très bien, lorsque c'est avec des injures, on accueille la patiente, la fille, ça agit sur sa psychologie et ça peut avoir des impacts sur elle. Elle peut même se retirer et mettre fin au processus qu'elle a entamé pour avoir gain de cause sur sa maladie. Voilà. Donc, j'aborderai pour finir les violences liées à la gestion menstruelle. Pour parler par exemple des tabous. Des tabous. Quand je prends par exemple le milieu scolaire, lorsque les jeunes garçons par exemple, je n'ai rien contre les hommes, mais voilà. Lorsque les jeunes garçons, par exemple, voient une fille dont la tenue est tachée, et ça peut être une fille qui est en train d'avoir sa première ménage, c'est-à-dire sa toute première menstruation, elle n'a pas idée, elle ne s'attendait peut-être pas, et qui sait, à la maison, elle n'a peut-être pas été préparée psychologiquement à l'arrivée de la ménage, à l'arrivée de la première menstruation. Elle s'en va à l'école, son kaki est taché. Donc, lorsque les garçons vont commencer par se moquer d'elle, regardez-la, par la pointer du doigt, ça va agir également sur sa psychologie. Ça peut même être source de raccrochage, de décrochage plutôt scolaire. Elle peut même vouloir quitter le milieu scolaire définitivement en tenant compte de ce que à l'école, on l'a huée, elle a eu honte, elle a été la risée de tout le monde parce qu'elle a eu ses menstruées à l'école et on s'est moqué d'elle. Donc c'est aussi une autre forme de violence qui fait surface en milieu scolaire et c'est une forme de violence que l'on classe dans la violence liée à la gestion de la menstruation, par exemple. Laurence Arissou, ça c'est des violences émergentes, vous l'avez dit, l'expression est très bien choisie. Et aujourd'hui, pour des personnes comme nous qui n'avons pas idée de ces cas de violence, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui doit être fait? Voilà, pour des personnes comme vous qui n'avez pas idée de ces cas de violence-là, il faut davantage communiquer. Il faut faire des campagnes de sensibilisation. Il faut faire des sensibilisations de masse, comme on le dit, dans des milieux ouverts, c'est-à-dire les marchés, les lieux publics, pour que beaucoup de personnes puissent avoir l'information. Et au-delà du fait qu'il faut communiquer, faire des sensibilisations de masse, il faut aussi agir dans la sphère familiale. C'est vrai que les sensibilisations de masse, c'est beaucoup plus la communauté, mais il faut agir dans la sphère familiale pour que, en famille, les filles soient accompagnées lorsqu'elles sont en menstrues, avant. C'est-à-dire, quand je parle, par exemple, de la ménage, il faut que le papa et la maman, les deux, pas uniquement la maman, parce que souvent dans nos communautés on entend souvent dire que les menstruations c'est pour les femmes, c'est les choses des femmes. Non, les parents géniteurs c'est l'homme et c'est la femme, le père et la mère, que les deux travaillent déjà à préparer psychologiquement la fille qui est déjà en train d'avoir 10, 11, voire 12 ans à l'arrivée de la menstruation. Si ce travail est fait, le jour où elle aura ses menstrues, même si c'est à l'école, mais c'est dans un cadre scolaire, qu'elle soit huée ou pas, ça n'aura pas trop d'impact négatif sur elle, sur sa personne, au point de la mener à aller vers un décrochage scolaire. À la maison également, culturellement parlant, je ne vais pas citer ici ou mentionner ici une ethnie ou une religion. Il est parfois courant de voir quand il s'agit de certaines religions qu'on dise que lorsque la fille est en menstrue, elle ne doit pas faire ci ou elle ne doit pas faire ça en famille. Donc si déjà en famille, ces règles-là ne sont pas respectées, si déjà en famille la fille est écartée, vous imaginez l'impact qu'elle aura si elle est doublement écartée, c'est-à-dire écartée en famille et écartée également en société. Donc ça fait double, et c'est sur la même personne. Bien sûr. Donc il faudrait que, en tant que parents, en tant qu'organisation de la société civile, en tant que citoyens, nous travaillons pour vraiment considérer ces violences-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne cessera jamais de le dire assez. Notre souhait, c'est que à chaque fois qu'il y a des compétitions au niveau régional, au niveau international, que nos sœurs du Bénin participent également à ces compétitions-là, au même titre que les autres filles.
Mais vous convenez avec moi que ces filles-là, qui sont dans des pays plus développés que le Bénin, ne vivent pas ces violences-là de la même manière. C'est-à-dire, pendant, par exemple, qu'on prive nos filles ici de ce que, lorsqu'elles sont, par exemple, en menstrues, elles ne doivent pas mettre les pieds dans la cour familiale, elles doivent s'écarter, elles doivent se retirer, elles doivent rester dans un coin pendant ces quelques jours-là. Elle n'a pas accès à la cuisine. Voilà, pas accès à la cuisine, ne pas arroser, je ne sais pas, certaines plantes qui sont dans la cour. Au moment où nous traitons nos filles de cette manière, sous d'autres cieux dans des pays développés, les filles ne sont pas traitées de cette manière-là. Mais le moment viendra où ces filles-là seront sur un même piédestal en matière de compétition. Voilà. Donc, il faudrait que nous pensions à long terme, pour que l'impact, pour que ce qu'elles sont en train de vivre ici comme violence n'ait pas de répercussions néfastes sur elles à long terme, afin qu'elles soient beaucoup plus compétentes, afin qu'elles soient beaucoup plus compétitives au niveau international, et que nous ayons également des filles, mais des légendes dans notre pays. Si des membres aujourd'hui du réseau des femmes leaders pour le développement, juste après cette émission, dites-nous un peu des actions que vous pouvez entreprendre justement dans ce sens, comme vous êtes en train de le dire ici. Bon, je dirais que si déjà, avec l'appui de ces différents partenaires, mènent déjà ces genres d'actions-là, que ce soit dans le domaine éducatif en milieu scolaire, nous sensibilisons beaucoup, que ce soit les enseignants, parce que tout à l'heure, c'est vrai, j'ai parlé des jeunes garçons en milieu scolaire, mais nous sensibilisons également le corps enseignant, parce que si l'enseignant est informé qu'il y a telle ou telle chose, il pourra aider ses élèves qui sont dans la même classe à rester dans la même dynamique, et du coup, on va réduire ce type de violence-là. Donc, dans le milieu sportif également, parlant par exemple des filles athlètes, c'est légion. Donc, nous menons également ce travail-là dans ce domaine-là, même si ce n'est pas trop visible, même si on n'en parle pas encore trop. Les violences liées à la gestion menstruelle existent également dans le domaine du sport que dans le milieu scolaire. Laurence Arissou, vraiment merci pour ces détails que vous donnez. Si nous tendons déjà vers la fin du temps qui nous est réparti et qu'on vous demandait de conclure cette émission, Laurence, que diriez-vous en votre qualité, d'une femme battante et qui maîtrise mieux ce domaine de plaidoyer juridique afin de mettre les responsables de ces cas de violence-là face à leurs actes? Je dirais d'abord que en tant que femme leader ou femme battante, comme vous avez su le dire, il faut qu'il y ait beaucoup plus de sororité. Il y a beaucoup déjà de femmes qui accompagnent la chose, mais puisque lorsqu'on parle de violence faite aux filles et aux femmes, la cible prioritaire, la première cible, ce sont les filles et les femmes. Il faut que les femmes accompagnent davantage. Même si beaucoup de femmes font déjà d'efforts, il faut qu'elles accompagnent encore. Que ce soit les femmes dans le milieu éducatif, dans le milieu environnemental, dans le domaine de la santé, les femmes doivent accompagner, quel que soit leur domaine. Parce que si les femmes accompagnent, on ne parlera pas de violence gynécologique. On parlera peut-être de violence gynécologique, mais en termes réduits. Donc les femmes doivent accompagner, puisque c'est d'elles il s'agit, c'est leur chose, elles doivent accompagner, mais également la communauté doit accompagner les différentes actions. La communauté, parlant des hommes, des jeunes et autres, doivent accompagner ces actions-là, afin que nous arrivons à avoir un rapport égalitaire entre les hommes et les femmes. Si les rapports sont égalitaires, il y aura moins de violence. Et pour finir, j'ajouterai que les décideurs également accompagnent. La société civile met déjà la main à la pâte, mais il faut que les décideurs accompagnent davantage. C'est vrai qu'au Bénin, il y a beaucoup d'efforts qui se font. Il y a l'Institut national de la femme qui est là. Il y a le ministère des Affaires sociales et de la microfinance qui accompagne, qui font beaucoup d'efforts. Mais comme on le dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Et il faudrait qu'on se retrousse nos manches et qu'on maintienne le cap. Donc, qu'on continue jusqu'à l'éradication totale des violences qui existent, mais également des violences émergentes. À l'endroit de ces acteurs-là, qui doivent se méfier désormais, un mot? Des acteurs qui doivent se méfier. Oui, les acteurs de ces cas de violence, de ces différents cas de violence, vous avez... Ah, voilà, je dirais... à l'endroit des auteurs de violence ou à l'endroit des probables... Des présumés. Voilà. Des présumés auteurs de violence, que nul n'est censé ignorer la loi. Nous sommes dans un pays
qui est gouverné par des textes, par des lois juridiquement parlant, il faut aller se renseigner. Parce qu'il y a des cas où, il y a des cas que l'on rencontre où les auteurs de violences se plaignent de ce qu'ils ne savent pas que ces types de lois-là existent. Voilà, donc qu'ils aillent se renseigner, qu'ils évitent juste d'être auteurs de violences, de viols ou autres, qu'ils arrêtent de porter les mains sur les femmes. Les violences économiques, nous n'en avons pas assez parlé, mais c'est aussi une autre forme de violence qui n'est pas émergente, mais qui existait depuis. Oui, qui existait depuis et qui peut même être le fil conducteur à une violence physique. Prendre l'argent chez femmes, c'est ça? Oui, gérer le fonds de commerce de la femme ou empêcher même la femme d'aller travailler. C'est une violence économique. La priver de ce que vous devez lui donner normalement, même si vous savez qu'elle est en position de faiblesse, peut-être qu'elle ne travaille pas encore ou qu'elle n'a pas d'emploi. Vous devez en tant que responsable chef de famille contribuer à son épanouissement. Et contribuer à l'épanouissement de la femme, c'est d'éviter d'exercer sur elle la violence économique. Voilà. Tant qu'il y a violence économique, c'est que son épanouissement est mis en cause. Hypothéqué. Voilà. Laurence Harissou, merci à vous. Nous allons toujours revenir à vous les jours à venir, les semaines à venir, afin d'aborder ce thème, puisque vous vous y retrouvez, voilà, mieux j'allais dire tout à l'heure. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Plaidoyer juridique, tenir les auteurs de violences responsables. C'est de ce thème il était question dans cette émission avec Laurence Harissou, directrice exécutive de l'ONG CID, qui est membre justement du réseau des femmes leaders pour le développement RFLD. Vous avez donc eu idée claire, concise et précise de ce que c'est que la violence et ce qui attend justement ces présumés auteurs. Avec le temps, je l'ai dit tout à l'heure, nous allons donc la rappeler, va revenir dans ce studio afin d'aborder plusieurs autres sujets ayant rapport à l'épanouissement de la femme avec nous. Merci infiniment de nous avoir suivis. Guillaume Moukari, Sébastien Tchatia, ce sont eux qui sont restés derrière les caméras avec la résidente paterne. Merci de nous avoir suivis. Cette émission prend son envol aujourd'hui et va se poursuivre encore sur plusieurs mois durant. Laurence, merci d'avoir pris part ici. Merci, ce fut un plaisir pour moi et je n'hésiterai pas à revenir si c'est pour parler femmes, si c'est pour parler émancipation, égalité, violence. Merci beaucoup à vous. Mesdames et messieurs, tenez-vous tranquilles, le mieux reste encore à venir, portez-vous bien. Au revoir.